bonsoir et merci de votre fidélité à une nouvelle édition d'information sur Oula. Il est tout juste 18h30, c'est l'édition d'Expression française. Voici les titres. À Rabat, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a présidé hier après-midi l'ouverture du Salon international de l'édition et du livre, une 30e édition qui réunit pas moins de 700 exposants d'une cinquantaine de pays. L'édition 2025 met à l'honneur l'Émirat de Sharjah et rend hommage aux Marocains du monde. La Slovénie, autre étape de la grande tournée européenne du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nassar Bourita a été reçu aujourd'hui par la présidente de la République de Slovénie à Ljubljana et s'est entretenu avec la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères slovène. En fin de journal, nous prendrons de la hauteur à la découverte d'un documentaire intitulé « De l'Atlas au sommet du monde », projeté hier en avant-première à Rabat, une œuvre audiovisuelle signée Ferdaous El Ghazali, l'occasion pour cette réalisatrice de retracer le parcours exceptionnel de 6 alpinistes marocains partis à la conquête des toits du monde. Le ciel reprend ses quartiers à Rabat pour la 30e édition. Hier après-midi, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a présidé à l'Espacio El Msouissi l'ouverture du Salon international de l'édition et du livre. Un événement culturel organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI jusqu'au 27 de ce mois. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a à cette occasion visité plusieurs stands du salon, dont celui de l'Émirat de Sharjah, invité d'honneur de cette manifestation littéraire d'envergure. Le film de l'activité princière avec Sophia Feglut. Entre les lignes et les imaginaires, le Salon international de l'édition et du livre ouvre ses portes, célébrant la magie des mots et ceux qui les font vivre. C'est son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, qui préside l'ouverture de cette 30e édition. À son arrivée au salon, son Altesse Royale est saluée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd, par son Altesse Cheikha Boudour Ben Sultan Al-Qasmi, président de l'autorité du livre de l'Émirat de Sharjah, invité d'honneur du salon, et par Ahmed Ben Rakkad Al-Amri, président exécutif de l'autorité du livre de l'Émirat de Sharjah. À cet instant précis, le ciel s'ouvre comme un livre aux mille histoires. Pour l'occasion, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, visite plusieurs stands du salon, dont celui de l'invité d'honneur, une célébration des liens historiques et culturels qui unissent le Maroc aux Émirats arabes unis et une vitrine pour présenter les nouveautés de la scène culturelle émirati. Le Salon du Livre joue un rôle important dans le renforcement des habitudes de lecture et dans la promotion du livre et des écrivains marocains. C'est devenu un rendez-vous attendu par tous les citoyens. Tous les ans, l'affluence est très importante. Nous sommes tous heureux de voir, petits et grands, sortir d'ici les bras chargés de livres. Aujourd'hui, l'Est et l'Ouest se rencontrent. 2 cultures et 2 frères qui se réunissent aussi dans la capitale du livre. Dans notre pavillon de Sharjah, il y a 18 institutions culturelles qui représentent l'innovation et la réflexion. 52 acteurs culturels de tous bords sont présents. Son Altesse Royale a également visité les stands de la Palestine, du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de l'Institut français du Maroc, de Dar al-Aman et de l'univers des Schtroumpfs. Cette édition célèbre aussi les Marocains du monde qui portent haut les couleurs du royaume et cette identité marocaine plurielle au-delà des frontières.
Nous avons prévu plus de 70 activités et rencontres, avec un programme cinématographique également. Tout cela pour montrer le dynamisme des Marocains résidant à l'étranger. Des activités en exécution du discours royal de novembre 2022, dans lequel Sa Majesté le Roi a insisté sur le renforcement de la contribution des Marocains du monde au chantier de développement dans le royaume. Plus de 750 exposants sont présents au Salon du Livre. Ils représentent pas moins de 51 pays. Sont exposés plus de 100 000 titres. Autant de promesses de voyages immobiles. C'est une occasion d'exposer nos dernières parutions, que ce soit les livres pour enfants, la littérature islamique ou encore les ouvrages de droit. C'est aussi une chance de nouer des partenariats avec d'autres maisons d'édition. Le ciel, c'est aussi des conférences, des soirées poétiques et des présentations d'ouvrages. Un carrefour unique où la rigueur des chercheurs, la plume des écrivains et l'audace des créateurs se rencontrent enfin. Des hommages à des personnalités de la culture seront rendus et des prix littéraires remis. Des rencontres programmées et certainement bien d'autres inattendues que seul un salon du livre peut accueillir. Car après tout, quand un livre déploie ses ailes, l'imaginaire s'ouvre vers l'infini. Direction Ljubljana, capitale de la Slovénie, où le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, a été reçu par la présidente de la République de Slovénie, Madame Nataša Pirc-Musar. Il s'agit de la première visite d'un ministre marocain des Affaires étrangères dans ce pays. Lors de cette audience, la présidente de la République de Slovénie a souligné l'importance qu'accorde son pays au renforcement des relations avec le Royaume du Maroc en tant que partenaire majeur dans la région de l'Afrique du Nord et dans le pourtour méditerranéen. La présidente de la République de Slovénie a en outre salué les initiatives stratégiques entreprises par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, en particulier l'initiative du processus des États africains atlantiques et l'initiative royale internationale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Nassar Bourita a également rencontré la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères slovène. La question du Sahara marocain a été abordée au cours des entretiens entre les deux ministres. S'exprimant lors d'une conférence de presse, la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères slovène a souligné que son pays apprécie l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007. Je vous propose de l'écouter. Nous avons abordé la question du Sahara et je peux vous dire que j'ai souligné le soutien de longue date de la Slovénie au processus mené sous la direction des Nations Unies pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable basée sur le compromis. Nous confirmons notre soutien actif à ces efforts pour faire avancer le processus politique sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Slovénie salue sincèrement les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour faire avancer ce processus. Et nous apprécions particulièrement l'initiative marocaine d'autonomie. Le Maroc et la Slovénie n'ont pas manqué de réaffirmer lors de cette visite du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger leur volonté de renforcer le partenariat dans des domaines porteurs. Écoutons à ce propos Nassar Bourita. Et nous avons, je pense, tous les deux constaté que beaucoup de progrès ont été mis en œuvre. Nous avons renforcé notre concertation politique et nous avons tenu même une session de concertation politique et de dialogue politique entre nos deux diplomaties. Nous avons aussi renforcé le potentiel de notre coopération économique et je pense aujourd'hui ça a été un des sujets importants de nos discussions. Comment ce partenariat, cet esprit positif, cette amitié puisse également être traduite en projet de coopération commun. Et nous avons un grand potentiel. Nous avons identifié des secteurs comme les énergies renouvelables, des secteurs comme la préparation des grands événements sportifs,
des secteurs comme la connectivité et la coopération entre des infrastructures portuaires des deux côtés, mais aussi le renforcement de notre coopération. La Slovénie est une plateforme importante pour le Maroc pour accéder au Balkan de l'Ouest, et le Maroc est une porte incontournable pour accéder au continent africain. La diplomatie marocaine est donc, comme vous le voyez, en mouvement en Europe sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. De Paris à Tallinn, en passant par Chisinau, Zagreb, Budapest ou encore Madrid et Ljubljana, la tournée du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a permis de renforcer les partenariats bilatéraux et consolider le soutien international à l'initiative marocaine d'autonomie. Ces progrès en disent long sur la capacité du Maroc à sensibiliser ses partenaires à la justesse de sa cause. Et pour un décryptage de la tournée du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger en Europe et de la dynamique internationale d'appui à l'initiative marocaine d'autonomie, avec nous ce soir sur le plateau, Monsieur Zakaria Abou-Dahab, professeur de droit public et de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Professeur Abdelwahab, donc bonsoir. Bonsoir. Que nous dit le timing donc de cette tournée européenne de Nasser Bourita et son importance et sur sa symbolique surtout? Alors je commencerai par dire une chose. Il y a 18 ans, exactement, c'était en 2007, avril, et je donne la date précise, le 11 avril. Avant cette date, le Maroc avait formulé le plan marocain d'autonomie. À l'époque, il s'agissait d'une démarche royale, savamment pensée, dans le sens où préalablement, c'est très important de rappeler les faits, il y a eu création du CORCAS, à savoir le Conseil royal consultatif des affaires sahariennes, et plus tard, il y a eu ce qu'on appelle la promotion diplomatique du plan marocain d'autonomie. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères était de la partie. À l'époque, il s'agissait tout simplement de communiquer, et finalement de dire que le Maroc, pour lui, il a opté pour la troisième voie, et déjà je rappelle que James Baker, au niveau de ce qu'on appelle la mouture la première, en 2001, l'avait présenté, le Maroc l'ayant soutenu et d'autres puissances internationales comme la France. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une offensive diplomatique et je dirais peut-être la dernière ligne droite pour faire aboutir définitivement ce plan, ce projet et le faire adopter, l'entériner et le mettre en œuvre. 18 ans ont été nécessaires pour démontrer premièrement d'abord la fiabilité du Maroc, sa crédibilité. Ce n'est pas rien si déjà la résolution 1514 du Conseil de sécurité en avril d'ailleurs, au moment de la présentation du plan, avait considéré que les membres du Conseil apprécient les efforts crédibles et sérieux déployés par le Maroc. En voici les résultats. Cela veut dire que quand les capitales européennes reçoivent le ministre des Affaires étrangères, elles le font à partir des résultats sur le terrain. Développement durable et inclusif au niveau des provinces du Sud, et puis en même temps la solidité du Maroc, son partenariat multidirectionnel, et puis démonstration au niveau des relations internationales. Il est toujours là, dans les causes mondiales, changement climatique, je peux parler de la COP 22, je peux parler d'autres choses, coalition Daesh contre le terrorisme, etc. Vous voyez, tout cela fait en sorte que la diplomatie marocaine, elle est totale, plurielle, multidirectionnelle, et il y a une attractivité marocaine, je dirais, un soft power qui est en réalité très admis, très accepté et très apprécié. Monsieur Zakaria Abou-Dahab, l'on constate bien qu'un grand nombre de pays européens, un peu plus donc de 20, se rallient à la position du bon sens. Alors, ils soutiennent le plan marocain d'autonomie. Comment cette dynamique portée par une diplomatie royale très active pourrait-elle accélérer la progression du dossier du Sahara marocain? Alors, l'enjeu fondamental aujourd'hui va se jouer au niveau du Conseil de sécurité. Avec ses membres actuels et futurs, potentiellement, on peut considérer, tout en activant une lecture à plusieurs entrées, que potentiellement, les pays que M. Bourita a visités seraient demain membres non permanents du Conseil de sécurité. Qui plus est, on ne peut guère exclure aussi une approbation du côté de l'Assemblée générale des Nations Unies, parce que là, un État est égal à une voix. Et donc 193 États, si on a la majorité numérique, eh bien tout cela permet au Maroc de faire adopter des résolutions appuyant cette démarche. C'est très important de le souligner.
souligner. N'oublions pas aussi que la France est quand même un pays très important, membre permanent comme les États-Unis d'ailleurs, et que donc toute cette dynamique qui a été enclenchée, mise en branle, a emporté dans son sillage d'autres pays qui finalement, en appréciant la situation, en utilisant une approche réaliste, considèrent qu'il n'y a pas d'option en dehors de ce plan d'autonomie qui déjà le Maroc, vous savez, a déjà présenté des concessions substantielles et que pour lui, il ne s'agit pas de négocier sur sa marocanité ou sur la souveraineté du Sahara, mais tout simplement prendre témoin à la communauté internationale, entériner le dossier, mais en même temps, je crois personnellement qu'il s'agit là d'une fenêtre d'opportunité. Ça permet de démontrer que la diplomatie marocaine est très ancrée, elle est très ancienne d'ailleurs, et on peut citer des noms de diplomates qui ont fait leur temps à l'époque, comme les Ben Haddo, les Ben Aïcha, etc., ne sont pas créés hier. C'est une nation multiséculaire et par conséquent, je crois que nous sommes aujourd'hui pratiquement dans l'étape finale pour clore à jamais ce dossier malheureusement artificiel qui a été entretenu par nos voisins de l'Est. Alors, le 8 avril dernier à Washington, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a réaffirmé également le soutien des États-Unis à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan marocain d'autonomie lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Quelle est la portée stratégique de cette réaffirmation du soutien de Washington à la marocanité du Sahara? Premièrement, les États-Unis constituent le porte-plume de la rédaction des résolutions concernant le Conseil de sécurité, particulièrement celles qui concernent le Sahara marocain. Cela veut dire que nous allons assister potentiellement à partir d'octobre 2025 au changement en termes de vocabulaire et d'expression. On va peut-être plus parler de solutions qui devraient tout simplement aboutir à la suite de longues tractations inutiles d'ailleurs, comme les tables rondes qui finalement ont montré leur inefficacité. Mais il s'agit aujourd'hui de passer à une autre étape, je dirais à une autre tempéralité, je dirais à une autre séquence. Et par conséquent, l'appui des États-Unis est important. Les États-Unis, pas seuls, mais encore une fois, qui vont conjuguer leurs efforts à d'autres pays, notamment la France. On pourrait également intégrer le Royaume-Uni. Probablement, la Chine et la Russie vont rester dans une position de neutralité. À la limite, ils peuvent s'abstenir de voter, d'accord, ou elles peuvent s'abstenir de voter. Néanmoins, on peut dire que les États-Unis jouent un rôle extrêmement important. Ils savent très bien le dossier et par conséquent, ils ont joué un rôle d'impulseur, de catalyseur, comme le Maroc d'ailleurs. Et finalement, c'est cette crédibilité du Maroc qui a poussé la grande puissance mondiale aujourd'hui, l'hyperpuissance pour parler comme Hubert Védrine, à soutenir le projet et en même temps à réitérer leur soutien récemment lors de la conversation entre M. Bourita et Marco Rubio. Et justement, parlant des États-Unis, non seulement ils réaffirment leur soutien à la marocanité du Sahara, mais appellent toutes les parties prenantes à prendre part aux prochaines négociations. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle position des États-Unis? Très important. Elle a déjà produit ses effets. Premièrement, le 14 avril dernier, il y a eu ce qu'on appelle le débriefing par lequel M. Staffan de Mistura, qui est l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, avait présenté un exposé très important. Alors je rappelle premièrement le premier point, c'est qu'il a dit qu'il faut tenir compte des résultats sur le terrain, des évolutions récentes. Deuxièmement, il a dit que, en fait, les États-Unis voudraient adopter une nouvelle approche dans le sens où ils parlent, les États-Unis, de l'autonomie authentique, vous voyez, ou l'autonomie substantielle, c'est-à-dire prendre en considération, par exemple, la question de la gestion des ressources naturelles. Et par ailleurs, il avait rappelé que désormais, l'autre partie, notamment l'Algérie, devrait s'ordonner autour de ce plan, s'asseoir autour d'une table de négociation et aller dans ce sens-là. C'est comme si nous sommes dans une sorte d'effet entonnoir, on part du général en particulier, et par un effet très agissant, si vous voulez, très impactant, cela va pousser et contraindre l'autre partie récalcitrante jusqu'à cette date à s'inscrire positivement dans cette négociation. Autrement, on va considérer que l'Algérie et ses affidés contribuent à alimenter les racines de l'agressivité, de la déstabilisation en Afrique du Nord, au Sahel par extension, et que de la sorte, elle ne contribue guère, ces parties-là, à solutionner le problème. Donc il n'y a pas d'autre option en dehors de l'autonomie. Aujourd'hui, je pense que le Maroc est dans une phase finale ou pré-finale, donc encore une fois de clore à jamais ce dossier pour traiter d'autres problématiques plus universelles, plus globales, plus importantes, de faire en sorte que, nous l'espérons tous, pousser vers l'intégration maghrébine et s'inscrire dans une démarche de développement durable et inclusif.
Monsieur Zakaria, Abou Dahab, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public et de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Merci. Avec plaisir, c'est Boubacar. Merci. À la une de l'actualité internationale, le Proche-Orient, Palestine occupée, Israël poursuit ses bombardements aveugles. La défense civile palestinienne a annoncé aujourd'hui la mort de 15 personnes, parmi lesquelles 10 membres d'une même famille, dans 2 frappes israéliennes. L'armée israélienne, qui n'a pas commenté dans l'immédiat ces frappes, a élargi ses opérations terrestres dans le territoire palestinien assiégé depuis qu'il y a repris son offensive le 18 mars, rompant ainsi une trêve de 2 mois. Pour le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, la bande de Gaza connaît probablement la pire situation humanitaire depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023. Direction le nord de l'Italie, frappé par de fortes intempéries. Les corps d'un homme de 64 ans et de son fils 33 ans, dont la voiture avait été emportée par la violente crue d'un torrent, ont été retrouvés près de Vicenza en Vénétie, au nord-est du pays. Les 2 hommes ont péri alors qu'ils s'étaient portés volontaires et étaient en route pour contribuer aux opérations de secours. Les fortes pluies se sont transformées en neige en altitude, entraînant de nombreuses coupures de route en raison de glissements de terrain ainsi que des inondations. Il y a un mois, le centre de l'Italie avait été touché par de fortes intempéries également. Retour chez nous à présent pour vous parler d'une œuvre audiovisuelle qui aborde la force du courage, mais aussi les liens avec les racines. De l'Atlas au sommet du monde, c'est l'intitulé de ce documentaire projeté hier à Rabat en avant-première. Entre témoignages intimes, archives inédites et images saisissantes, vous allez le voir, de l'Himalaya, la réalisatrice Ferdaous El Ghazali nous retrace le parcours exceptionnel de 6 alpinistes marocains, un hommage à ceux qui ont bravé l'impossible. Reportage Saïd Jassé et Zakaria Morimbil. C'est l'histoire d'aventuriers marocains partis à la conquête des plus hauts sommets du monde. Issus d'horizons divers, ces explorateurs des temps modernes ont en commun la passion de l'alpinisme. Certains se sont donnés pour défi d'escalader l'Himalaya, une aventure qu'ils ont réussi à force de persévérance. Leurs parcours sont racontés dans le film documentaire de l'Atlas au sommet du monde, signé la réalisatrice Ferdaous El Ghazali. Mais l'aventure a commencé chez nous, sur les hauteurs de l'Atlas, au célèbre mont Toubkal. L'idée d'escalader l'Everest m'est venue après avoir fait le Toubkal. Par la suite, j'ai décidé de réaliser l'ascension des plus hauts sommets en Afrique, en Europe et en Amérique. Mon rêve est de monter les 7 sommets à travers le monde, qui se trouvent en Asie, Europe, Amérique, Antarctique et Océanie. Entre témoignages intimes, archives inédites et images impressionnantes, la réalisatrice Ferdaous El Ghazali a cherché à cerner les motivations de ces explorateurs marocains, parmi lesquels Nasser Ben Abdeljelil, Mehdi El Amzan et Hadi El Taibi. En usant d'un ton léger et accessible, le documentaire allie narration, engagement et stratégie de visibilité. Nous avons travaillé pendant 5 ans sur ce film, depuis les premières tentatives de Mehdi Amzan d'escalader l'Everest en 2020. Nous nous sommes battus pour réaliser ce documentaire. La tâche n'était pas difficile parce que nous avons trouvé un environnement favorable. Cette œuvre audiovisuelle se veut ainsi un outil de transmission et de fierté nationale, notamment auprès de la jeunesse. Ce film est un hommage au courage de ces alpinistes et à la force collective qui leur a permis de braver l'impossible. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, bon week-end également. Mais à demain, 18h30.